Comme il est -10, on va pouvoir commencer. Alors bonjour, je m'appelle Valérie Martel, je travaille à Québec à l'Institut de réadaptation en déficience physique, donc dans le CIUS de la capitale nationale, et je suis spécialiste en orientation et mobilité au programme en surdicécité. Alors, est-ce que vous savez où est-ce que je suis et ce que je fais? Peut-être pas, c'est pas une profession qui est très connue. Alors, les spécialistes en orientation et mobilité, on est donc rattaché à la déficience visuelle ou à la double déficience sensorielle, donc la perte auditive et visuelle combinée, qu'on va appeler une condition de surdicécité. Je vais vous en reparler plus tard. Donc, de mon côté, je m'occupe de tout ce qui touche l'orientation spatiale et les déplacements pour la personne aveugle ou sourde-aveugle. Moi, dans mon cas, la population sourde-aveugle, c'est vraiment la clientèle avec laquelle je travaille au quotidien. Donc, je vous présente en fait les incapacités invisibles quand la vision et l'audition diminuent. Donc, incapacité invisible parce que lorsqu'on va regarder une personne, à moins qu'elle ait des signes extérieurs comme une canne de détection, des prothèses auditives, c'est rare qu'on va voir autrement que ça, qu'elle a un problème de vision ou d'audition. Donc, c'est des éléments qui vont passer parfois sous le radar et dans un souci parfois de performance ou d'efficacité, on peut parfois dans nos interventions auprès de la population vieillissante passer à côté de ces éléments-là, mais qui peuvent quand même, qui ont vraiment leur importance là, sur l'efficacité de nos interventions auprès d'elles. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous êtes plutôt ceux qui sont plus dans le domaine de l'intervention clinique auprès des personnes âgées, en levant la main? Oui, l'intervention clinique. Oui, la recherche, enseignement. Oui, le communautaire. OK, donc on a un peu de tous les horizons. Super. Avec des personnes âgées, forcément. Avec problèmes de vision et d'audition connus ou parfois soupçonnés. Hein? Donc, d'abord, on va regarder, quand on parle de déficience visuelle, déficience auditive, de quoi est-ce qu'on parle? Pour la déficience visuelle, on va avoir une perte d'acuité visuelle et ou de champ visuel. Donc, pour qu'une personne soit reconnue légalement comme handicapée visuelle au Québec, il y a certains critères. Soit dit en passant, c'est toujours mesuré avec la meilleure correction en lunettes possible, parce que sinon, il y en a plusieurs ici parmi nous qui ferions partie des personnes qui auraient un handicap visuel. Donc, c'est toujours avec la meilleure correction en lunettes possible et on va avoir un niveau de perte d'acuité visuelle, donc de clarté dans ce qu'on est capable de lire ou de voir, de reconnaître, ou sinon, ça va être dans le champ visuel. Donc, on peut avoir une clarté qui soit très bien, mais au lieu d'avoir un champ visuel complet, ça va être réduit. Donc, une personne peut être légalement handicapée visuelle, mais on peut aussi être dans la zone grise de j'ai pas une vision parfaite, mais je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez de pertes pour avoir vraiment le statut de personne handicapée visuelle. Vous pouvez travailler, vous pouvez être appelé à travailler avec des personnes qui présentent aussi cette condition-là. Moi, de mon côté, on a vraiment le handicap visuel qui est présent. Mais de votre côté, ça peut être aussi sur la limite. Là. Quand on regarde les chiffres de l'OPHQ de 2012, on estime la prévalence au Québec chez les 65 ans et plus pour la déficience visuelle de 55 770 personnes, ce qui est probablement sous-estimé. Hein, quand on regarde la quantité de personnes âgées que nous avons et même, en fait, j'ai vu des études aussi qui avaient été menées là, par l'Institut Nazareth et Louis Braille avec l'école d'optométrie, qui disaient que même chez les personnes qui ont droit au service de réadaptation pour la déficience visuelle, il y a quand même une bonne part de cette population-là qui ne va pas chercher ces services-là pour différentes raisons, que ce soit par méconnaissance des possibilités d'offre de services, que ce soit par disponibilité aussi de l'offre de services selon les différents endroits où les personnes habitent.
Quand on parle de déficience auditive, on va parler de la perte de la capacité à entendre selon des fréquences en particulier, donc des sons plus graves aux sons plus aigus. On va aussi parler de la capacité à comprendre le discours, parce que ce n'est pas parce qu'on peut entendre qu'on peut bien comprendre, ces deux choses. Il y a la question des acouphènes aussi qui peuvent être présents chez une personne là, qui va présenter une déficience auditive. Donc, moi, dans ma présentation, je m'attarde vraiment à la portion malentendant, l'identité sourde elle-même, donc pour les personnes qui ont une surdité profonde et qui vont communiquer par LSQ. C'est un autre volet, là, j'ai mes collègues là, qui présentent un atelier là-dessus. Mais donc, c'est vraiment du côté de la perte auditive partielle. La prévalence au Québec, toujours avec les mêmes chiffres de l'OPHQ de 2012, on estime à 76 000 et des poussières la prévalence au Québec chez les 65 ans et plus. Donc encore là, on peut se demander si ce ne sont pas des chiffres un peu conservateurs là, quand on regarde avec nos usagers là, avec qui on travaille à tous les jours. Une chose que je trouve intéressante aussi, c'est de regarder les deux lignes suivantes avec incapacité physique, donc déficience auditive avec incapacité physique à 83,1%, donc chez les personnes malentendantes, donc qui présentent, donc 83% présentent également une incapacité physique, et chez les personnes malentendantes, 29% présentent également une incapacité visuelle. Ces deux lignes-là, ça provient de l'enquête canadienne sur l'incapacité dont Émilie Raymond a parlé là, en avant-midi. Et cette enquête-là, c'est intéressant parce que ce sont des déficiences, c'est des statistiques qui ont été amassées à partir de situations autodéclarées. Donc, ce n'est pas en fouillant dans les registres là, de l'assurance maladie ou quoi. Donc, c'est vraiment les gens qui ont déclaré eux-mêmes, oui, j'ai une perte auditive légère, modérée, etc. Et oui, j'ai telle et telle autre condition associée. Et ce sont c'est une enquête qui a été faite, des chiffres qui ont été rassemblés, mais pour les personnes vivant à domicile. Donc, ce n'est pas les personnes qui vivaient en institution, donc en CHSLD ou l'équivalent ailleurs au Canada. Alors, si on pense à toute la population qui vit en CHSLD, ben, on peut aussi en ajouter un peu là, à ces chiffres-là. Quand on parle de surdicécité, on parle d'une condition unique qui est générée par la présence d'une atteinte à la fois de l'audition et de la vision. Le problème, c'est que une personne dans cette situation-là ne peut pas se fier à ce qu'elle voit pour confirmer ce qu'elle entend mal, et à l'inverse, ne peut pas se fier à ce qu'elle entend pour confirmer ce qu'elle a mal vu. Donc, les deux déficiences ne font pas que s'additionner, mais ça crée vraiment un contexte, une problématique là, qui est complexe et qui est unique. Ce qui ne veut pas dire qu'une personne qui est sourde aveugle, c'est une personne qui ne voit pas du tout et qui n'entend pas du tout. Hein, on va avoir plusieurs profils en fonction du moment d'apparition de l'incapacité et en fonction aussi du degré d'atteinte. Donc, on peut avoir une personne qui va avoir développé la parole, qui va devenir malentendant, qui va perdre complètement la vue, une personne qui va être aveugle de naissance et qui va perdre graduellement l'audition suite au vieillissement, ou classiquement, comme ce qui nous intéresse là, pour cet après-midi, des personnes qui vont avoir perdu à la fois l'audition et la vision dans le processus de dégénérescence là, associé au vieillissement. Alors, ces pertes sensorielles-là, ben, il n'y a pas d'indice apparent, comme je vous disais tout à l'heure, à moins d'avoir des aides, des objets extérieurs comme une canne blanche, une prothèse auditive. C'est quelque chose qui ne se remarque en général pas, sauf parfois exception quand extérieurement on peut voir avec les yeux de la personne, mais sinon c'est quelque chose qui passe assez inaperçu.
Alors, vous pouvez penser à vos oncles, tantes, parfois vos parents ou vos grands-oncles qui sont dans la fête de famille et qui disent pas grand-chose. Ben, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés ou c'est parce que peut-être qu'il y a certains éléments, certaines composantes sensorielles qui commencent à baisser de leur côté? C'est quelque chose qui est graduel, qui est parfois aussi sournois. On s'en rend pas nécessairement compte. On va se dire, ben, ça arrive tout doucement. On peut ne pas s'en rendre compte carrément, ou se dire, bon, ben, c'est normal, je vieillis, donc je vois un peu moins bien, et puis, bon, c'est comme ça. Parfois, c'est des situations aussi que les personnes vont être un peu gênées, hein, de vous nommer, de vous dire, je- j'entends moins bien. Ouais, je vois pas si bien que ça. Les gens vont avoir parfois une gêne à présenter, à dévoiler ces incapacités-là. Alors, un impact majeur, c'est la fatigue et la dépense d'énergie supplémentaire pour avoir accès à toute l'information autour d'eux. Tout à l'heure, ben, vous me direz, là, après le visionnement des scénettes, là, des simulations, mais tout à l'heure, ce que les gens disaient, c'est « Oh mon Dieu, je suis épuisée ». Donc, ça demande beaucoup d'énergie pour arriver à compenser donc ces pertes-là. Et on va avoir conséquence de tout ça, parfois de l'isolement, du retrait, et forcément la cascade de conséquences qui s'y rattache. Ça fait déjà là plusieurs mois qu'on parle de l'isolement chez les aînés, des coûts sociaux que ça engendre et tout ça. Ben les pertes sensorielles vont amener parfois à l'isolement et au retrait de ces personnes-là, évidemment. Alors, une fois qu'on a ça, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on a quand on travaille avec des usagers qui ont à la fois un problème de vision, un problème d'audition? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Est-ce qu'il y a des trucs déjà, vous, que vous utilisez, des choses que vous faites? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? L'autre ou les deux? Je suis pas regardante. Je vais vous donner le micro. Donc, j'ai remarqué quand même des éléments dans le vidéo, là, à la fin, en fait, là, où il y avait la serveuse, que le proche, en fait, lisait là, les choix, mais en fait aussi s'adaptait beaucoup plus que la serveuse de par le débit de parole, donc parlait plus lentement, regardait peut-être plus aussi, donc il y avait différentes stratégies qui maximisaient probablement là, la compréhension malgré la déficience auditive. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que justement, quand on avait accès aux images, mais qu'on entendait moins bien, là, moi, j'étais très focus justement sur les lèvres de la personne, les gestes qu'elle faisait pour essayer de comprendre le sujet, en fait. Puis j'avais beaucoup moins de difficultés quand je savais de quoi elle parlait, c'est-à-dire la météo. Je m'attendais à ce qu'elle me parle de météo. Donc là, bon, précipitation, je comprenais un peu mieux que l'histoire du golf où j'attrapais 2-3 mots parce que là, je comprenais pas trop. Les gestes m'aidaient par ailleurs. Dans le bout, c'était avec le punch de la blague. Ben, quand on voyait pas le visage de faire comme une face de blague, ben juste de percevoir qu'il y avait une blague derrière ça, c'était moins évident. Donc, expression faciale, gestes, débit de parole, accès à la lecture labiale. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Puis quand il y a une difficulté, ça va. Quand il y a l'autre, il y a d'autres éléments qu'on accroche. Mais quand on a les doubles difficultés, là, j'étais vraiment beaucoup plus confuse là-dedans. Puis même qu'à certains moments, même si j'essayais, là, on dirait que je décrochais complètement. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez pu noter? Dans le fond, là, moi, je pensais peut-être plus aux aides de suppléance à l'audition, les stratégies de communication, les choses qu'on peut amener la personne à informer les gens de ces difficultés finalement, soit auditives ou visuelles.
Donc, d'être sensible à ça, d'être sensible à le souligner à la personne. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? OK. Donc, OK, donc je vais répéter pour ceux qui sont en webinaire. Donc, c'est ça, ce que vous avez noté, c'était en lien avec ce qui était difficile, quelle stratégie. Donc, le débit de parole, hein, d'essayer de favoriser la lecture labiale, effectivement. Donc, c'est toutes des choses qui vont pouvoir aider l'ensemble aussi de nos usagers. Premièrement, prenez votre temps. Hein. On a tendance à aller vite. On a des obligations de performance pour ceux qui sont peut-être dans le réseau. En tout cas, je n'embarquerai pas là-dessus. Mais hein, on est habitué de faire les choses vite. Ben, prenons notre temps. Hein? Les personnes âgées ont le droit d'avoir accès autant que n'importe quelle autre personne à de l'information qui les concerne. Donc, prenez votre temps et que la personne ait une déficience visuelle ou une déficience auditive, de toute façon, ça va lui être bénéfique que vous preniez votre temps. Donc, ça s'applique à tout le monde. Le visuel, effectivement, hein, si on a une perte d'audition, on va aller chercher beaucoup le visuel. Si on a une perte de vision, le visuel, si on a un reste visuel, il va être aussi très important. Tout à l'heure, dans l'autre atelier, il y a une personne qui disait, ben, moi, je lui demanderais, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Hein, donc, de ne pas présumer que si je grossis, par exemple, mon affiche, mon document que je dois lui remettre, ça va l'aider. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça peut dépendre aussi de son problème de vision. Ça, c'est dans le cas où vous avez une personne qui a un problème, que vous savez que la personne a un problème de vision. Hein. Donc, n'hésitez pas non plus à le valider avec la personne. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien quand c'est vos premiers contacts avec cette personne-là? Donc, qu'est-ce qui peut nous aider? Effectivement, tout à l'heure, vous disiez avoir accès, hein, vous regardiez beaucoup la fille de la météo avec sa bouche, avec ses lèvres, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Bien, si j'ai une perte de vision associée à ma déficience auditive, avec la perte de vision, on va insister sur l'importance du contraste. Hein, par exemple, à la table, si j'ai une nappe blanche avec des serviettes en papier blanc, la serviette de papier va être plus difficile à repérer sur la table que si j'ai une nappe de couleur, unie de préférence, pas trop fleurie. Donc, ça va m'aider à percevoir la serviette de papier. Ben là, je vois que les gens ici, c'est pas trop vous n'êtes pas maquillés de façon majoritaire, mais parfois un petit coup de rouge à lèvres, ça aide à augmenter le contraste. Ça peut avoir l'air un peu étrange, mais si vous savez que vous allez chez une personne qui a un problème de vision, une petite touche de rouge à lèvres, ça peut aider. Donc, juste à mieux voir le mouvement de votre bouche. Un sujet à la fois aussi, hein, de prendre notre temps, mais d'y aller de façon plus organisée. Donc, on va parler d'une chose, on va se concentrer là-dessus. Donc, vous venez me voir parce qu'on va réviser vos exercices je sais pas quoi, pour la mobilité de votre genou, ben, on va travailler là-dessus. Donc, on n'ira pas en même temps qu'on donne une consigne, ouais, puis votre fin de semaine, avez-vous vu vos petits-enfants? Non, on va y aller vraiment un sujet à la fois parce que ça va aider aussi la personne donc à mieux se situer et à vous répondre aussi de façon plus facile. Donc, l'idée de parler de sa fin de semaine de golf à la météo, c'est super, mais pour notre clientèle, c'est pas aidant. Hein? Autre chose auquel vous pouvez penser peut-être? Quand on parlait d'autodétermination cet avant-midi, hein, tout à l'heure, la serveuse, quand elle est arrivée, bon, vous disiez le proche aidant était plus adéquat pour parler à la dame. Est-ce que je me rappelle pas, est-ce que la serveuse a demandé
à la dame ou à son proche aidant ce qu'elle voulait. Hein, donc, si vous faites une entrevue avec une personne et son proche, bien, de prendre le temps de s'adresser à elle en vous approchant, pas forcément en parlant plus fort, hein, parce que vous allez créer de la distorsion si la personne est appareillée, là. Donc, on n'a pas besoin de parler plus fort si la personne est appareillée, mais donc de prendre le temps de lui laisser aussi le temps de répondre. Donc, de tolérer le silence pour lui laisser le temps de processer, de prendre le temps de comprendre ce qu'elle vous a demandé, lui donner le temps de réfléchir et puis ensuite de vous répondre. Donc, quand je disais de prendre le temps, là, ça peut être ça aussi, de lui laisser le temps de vous répondre. Vous avez une image ici que j'aime bien de quelques usagers sourds aveugles avec qui on avait fait une activité il y a quelques années et on a différents types de fonctionnement chez ces gens-là. Vous avez au fond la personne qui est de dos, qui utilise donc un grossissement de caractère donc pour avoir accès à l'écriture. Puis bon, là on est en polarité inversée, donc plutôt que d'avoir une écriture noire sur un fond blanc, on a le contraire, donc parce que c'est ce qui est plus efficace pour cette personne-là. Vous avez deux personnes qui ont des petits écouteurs sur les oreilles. Donc, comme on avait une activité de groupe, on avait un système d'amplification de groupe, donc pour que tout le monde puisse bien entendre malgré les prothèses auditives, hein, parce que les prothèses auditives vont amplifier le son, mais ne vont pas le rendre nécessairement plus compréhensible. Donc, ça va aider, mais ça ne règle pas tout. On ne revient pas avec une audition normale ou parfaite. Donc, puis comme là, on était à plusieurs, puis la personne qui présentait était plus loin, donc on a un système d'écoute. La personne qui est la plus proche, là, avec le chandail qui a un motif, a les écouteurs directement sur les oreilles. Je ne me rappelle pas pour quelle raison cette personne-là n'avait pas ses prothèses auditives cette journée-là, mais donc elle avait directement les écouteurs sur les oreilles. Celui qui est derrière, il y a les écouteurs beaucoup plus haut. Ben, les écouteurs sont en fait vis-à-vis des micros de ces prothèses auditives. Donc, même si on a les prothèses, on peut quand même bénéficier d'un système d'amplification, particulièrement comme ça quand on est dans une grande salle. Donc, on a des personnes qui ont accès au visuel, d'autres qui n'ont pas, comme la personne qui a les écouteurs là, sur les micros de ses prothèses. Donc, c'est une personne qui n'a pas accès au visuel. Donc, va fonctionner uniquement là, avec ce qui va rentrer auditivement. Donc, on peut aussi, dans la mesure du possible, dans nos interventions, avec des gens comme ça qui ont une amplification, réduire le bruit ambiant. Donc, si vous êtes dans votre bureau, habituellement, on n'aura peut-être pas de radio. Si vous êtes à domicile, la radio est allumée, la télé est allumée, donc on va fermer pour ne pas avoir de bruit concurrents là, qui vont venir déranger la compréhension. Si vous êtes dans votre bureau puis que vous chiffonnez vos papiers ou que vous jouez avec un crayon qu'on va cogner sur la table, tout ça, ça rentre hein, comme avec un micro, là, donc ça va rentrer dans les prothèses, donc ça va venir faire une pollution là, qui ne viendront pas forcément aider nos usagers. Donc, c'est plusieurs petits éléments comme ça qui vont pouvoir faire la différence. Et il ne faut pas présumer malgré tout que la personne, parce que là, on l'a vu de façon très directe, hein, vous l'avez vécu de façon très directe, la perte. Donc, oui, c'est demandant, mais ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas s'y adapter et poursuivre malgré tout certaines activités. Donc, tout dépendant des champs d'action dans lesquels vous êtes, là, c'est possible que la personne donc poursuivre ces activités. Et dans la mesure où nous, de notre côté, on va amener des conditions favorables, on vient soutenir à ce moment-là la participation de ce type de clientèle-là. J'ai apporté quelques documents qui sont en fait
des documents qui ont été créés là, pour vous aider dans l'adaptation, par exemple, de documents écrits pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Ce sont toutes des choses qui sont accessibles sur le site du CIUS de la capitale nationale. Donc, particulièrement là, pour ceux qui sont en webinaire, en allant sur le site du CIUS de la capitale nationale, vous allez, là, de mémoire, c'est soit dans publication, peut-être dans ressources, mais je suis pas mal sûre que c'est dans publication, avec, vous allez dans la section déficiences visuelles et auditives et vous allez trouver les documents. Ce sont des documents qui sont offerts sur le site en format Word, donc vous n'avez pas nécessairement le visuel comme la version papier. Simplement, c'est pour que ça soit accessible, pour qu'on puisse justement modifier la taille de caractère, etc., pour les gens qui voudraient s'en servir. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez aller télécharger là, et qui sont accessibles, que je vous invite à utiliser aussi, bien sûr, là, dans vos interventions auprès de vos aînés, qu'ils aient une déficience visuelle ou pas, qu'ils aient un problème d'audition ou pas, parce que ça va simplement rendre les choses plus simples et plus facilement accessibles là, pour eux. Bon, ben alors je vous remercie. Bonne fin de journée.